Bonjour à tous, merci d'être présents ce matin. Je m'appelle Quentin Colombo, je suis formateur depuis 5 ans et demi. Je travaille pour Microsoft et pour l'enseignement supérieur. Donc j'accompagne à la fois des équipes d'enseignants et je propose aussi des webinaires comme celui de ce matin sur des publics étudiants. Et en parallèle, je suis enseignant également. L'objectif aujourd'hui de notre webinaire, ça va être de vous présenter les essentiels des outils Office 365, notamment, alors je ne vais pas rentrer dans les outils classiques que vous connaissez, tels que Word, Excel ou PowerPoint, mais je vais surtout vous expliquer comment bien accéder à ces outils, comment utiliser deux, trois essentiels, un espace de stockage, un espace de communication. On est ensemble pendant une petite heure. L'idée, on va articuler la présentation en 3 points. Donc d'abord la plateforme 365, comment y accéder, comment se connecter, qu'est-ce que vous avez, quels sont les droits que vous avez sur cette plateforme-là. Ensuite, on parlera de stockage avec l'espace OneDrive qui est votre espace de stockage personnel, votre cloud qui est mis à disposition. Et on verra comment partager des documents également. Et ensuite, on abordera la partie plutôt communication, travail collaboratif qui peut vous être utile en ces conditions, en ces périodes de conditions sanitaires un petit peu délicates. Donc, n'hésitez pas à relayer des questions à Madame Kadir qui est en haut, qui me les retransmettra s'il y a des points qui vous paraissent un peu obscurs. Donc la première chose, vous avez sur ce diapo, vous avez un lien pour vous connecter à la plateforme Office. Je vous ai mis un QR code pour pouvoir flasher directement. Je vous ai mis le lien officiel d'Office. Vous pouvez ouvrir un navigateur Internet de préférence Edge, qui est le navigateur Office qui permet de vous connecter dessus. Vous tapez juste Office 365 et ça va vous amener sur la plateforme. À partir de là, vous allez arriver sur un espace de connexion. On va vous demander une adresse mail de connexion et un mot de passe de connexion. Donc là, il va falloir être vraiment très attentif parce que les seuls moyens d'accéder à votre licence fournie par l'université, c'est d'entrer votre adresse universitaire, votre adresse qui vous a été fournie par l'université, celle que vous utilisez pour vous connecter à votre ENT par exemple. Et bien sûr, le mot de passe qui est associé. Donc ça, c'est très très important. N'essayez pas d'entrer une adresse personnelle. Vous doutez bien que l'université ne s'est pas amusée à paramétrer toutes vos adresses personnelles que vous avez communiquées sur vos dossiers pour vous connecter. Il faut utiliser vraiment votre adresse universitaire, c'est très très important. À partir de là, je vais vous partager mon écran et on va se lancer sur la plateforme. Donc, une fois que vous êtes connecté, vous voyez, office.com, que vous êtes connecté avec votre adresse universitaire, vous atterrissez sur cette plateforme-là. Donc, cette plateforme, il y a 2 éléments à prendre en compte. Il faut savoir que les outils Office 365, il existe 2 possibilités de les utiliser. Des versions, ce qu'on appelle en ligne, où là, vous n'avez pas besoin de télécharger. Par exemple, si là, je clique sur le logiciel Word, je vais ouvrir une version utilisable en ligne qui ne nécessite aucune installation. Donc, c'est pratique, par exemple, si vous avez un ordi avec une faible capacité d'installation ou des choses comme ça. Voilà, vous avez la version en ligne qui est à disposition. Il existe aussi pour certaines de ces applications-là, vous voyez qu'il y en a quelques-unes, des versions, ce qu'on appelle en dur, donc téléchargeables, qui peuvent être téléchargées sur votre ordi et donc utilisables même si vous n'avez plus de connexion Internet. Pour cela, il faut cliquer sur « Installer Office », donc le petit onglet qui est en haut à droite, « Installer Office ». Quand je clique dessus, j'ai 2 possibilités. Soit je peux télécharger directement l'installateur, ça ne va pas vous télécharger Word tout de suite, ça va vous télécharger une autre application qui, elle, va vous permettre de choisir laquelle vous voulez télécharger, Word, Excel, PowerPoint, voilà, je vous les détaillerai tout à l'heure. Vous avez également aussi un autre onglet qui permet de choisir, de modifier la langue de téléchargement. Donc en fait, si par exemple le français n'est pas votre langue maternelle et que vous souhaitez télécharger, ou pour d'autres raisons, mais bon, voilà, en général c'est plutôt celle-ci, si vous souhaitez télécharger les différentes applications
dans d'autres langues, voilà, il va falloir venir paramétrer dans cet endroit. Donc, pour télécharger concrètement un logiciel, il va falloir donc cliquer là-dessus, pouvoir télécharger un petit module qui est un installateur en vrai et qui vous permettra, après l'installation de cet installateur, télécharger les Word, Excel, PowerPoint et autres applications. Alors, il faut savoir juste pour information que avec votre adresse universitaire, vous avez la possibilité de télécharger jusqu'à 5 fois un logiciel. Autrement dit, si vous avez par exemple 2 ordinateurs à la maison, vous pouvez très facilement télécharger à la fois sur l'un, à la fois sur l'autre. Voilà. Vous pouvez monter jusqu'à 5 téléchargements de chaque application. Alors, lesquels sont téléchargeables? Avant tout, donc, on a le triptyque classique, entre guillemets, que tout le monde connaît, Word pour le traitement de texte, Excel pour le tableur, PowerPoint pour l'outil de présentation assistée par ordinateur, réalisation de présentation. Donc ça, c'est vraiment voilà, la base de la base que tout le monde connaît. Ensuite, on a le logiciel de messagerie qui s'appelle Outlook, mais qui est également l'outil qui permet de gérer votre calendrier. Donc voilà, là-dessus, ça sert à caler des rendez-vous, par exemple, et ou à recevoir des mails. Donc, c'est très pratique. Donc, toutes ces 4 premières-là sont téléchargeables. Ensuite, j'y reviendrai un tout petit peu après. OneDrive, lui, n'est pas téléchargeable, mais on l'abordera tout à l'heure. Celui-ci, essentiel à mon avis pour votre vie étudiante, OneNote. OneNote, on peut le comparer à une sorte de bloc-notes plus trieur combiné. En gros, ça va être un outil qui va vous permettre de créer des cahiers numériques. Et dans ces cahiers numériques, vous allez pouvoir créer des sous-intercalaires. Et dans ces intercalaires, vous allez pouvoir avoir des pages. Imaginez un gros classeur avec un nombre de feuilles infini que vous allez pouvoir, et un nombre d'intercalaires infini. Alors, en vrai, ce n'est pas infini, mais il y en a énormément, que vous allez pouvoir en fait utiliser pour prendre vos notes en cours. Donc, on verra que j'ai parfois la question de savoir est-ce qu'il est mieux d'utiliser OneNote, est-ce qu'il est mieux d'utiliser Word. Là, ce sera une question d'organisation. Je vous montrerai les 2 outils, comme ça, vous pourrez choisir. Donc, OneNote à télécharger. Ensuite, on a Teams. Teams qui est un outil de communication à la fois entre pairs, entre étudiants, et à la fois potentiellement entre étudiants et enseignants. Donc, c'est vraiment un logiciel à télécharger également. Moi, ce que je vous conseille, même en tant qu'étudiant, c'est de vous télécharger Teams sur vos smartphones aussi, et de les utiliser et de les synchroniser avec votre adresse universitaire, parce que voilà, surtout quand on est amené à travailler en projet avec d'autres étudiants, on a toujours sous la main son espace de travail, son espace de discussion. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut travailler automatiquement des textes sur smartphone, mais c'est aussi un outil de communication et très pratique. Voilà. Accessoirement, Teams propose des outils d'appel, de visio et d'appel audio. Donc, voilà, pour ceux qui ont connu Skype, les outils Skype sont en fait complètement intégrés dans Teams. Donc, ça veut dire qu'il suffit juste d'avoir une connexion Internet, même sans avoir un forfait, sans avoir encore du forfait, vous pouvez encore communiquer avec d'autres personnes à condition qu'ils aient également l'application. Voilà. Ça, ce sont pour les versions téléchargeables. Comme vous avez pu le constater, et je l'ai dit rapidement, il existe aussi donc des versions en ligne, et il existe aussi des applications qui sont disponibles qu'en ligne. OneDrive, par exemple, est une application, un espace de stockage en ligne qui va vous permettre en fait d'aller stocker voilà, une grosse clé USB ou un gros disque dur externe, mais qui est en ligne, un espace qui vous est dédié pour stocker vos documents, vos ressources. On a SharePoint, je ne rentre pas dans les détails. SharePoint, je vous déconseille d'aller y mettre le nez pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est un gros moteur. Et pour pouvoir l'utiliser, ce gros moteur-là, on a une belle carrosserie qui est Teams. Donc, en fait, on va utiliser Teams. Teams va utiliser la technologie SharePoint. Mais voilà, je passe ces éléments-là. Sway et Forms, très rapidement, Sway, c'est un outil qui permet de réaliser des présentations dynamiques, un petit peu en mode page web. Donc là, je vous laisserai aller regarder. C'est un outil qui est disponible qu'en ligne, qui est encore trop sous-exploité aujourd'hui. Mais voilà, si vous voulez créer des petites présentations un peu originales, n'hésitez pas à utiliser cette application.
Forms, très pratique, c'est un outil de quiz et de questionnaire en ligne. Donc, vous allez peut-être être confronté à Forms dans votre parcours étudiant sous différentes manières, soit en tant que créateur de Forms, donc si vous voulez réaliser des petites enquêtes, si vous voulez réaliser des sondages, voilà, ça va être cet outil-là que vous allez potentiellement utiliser. Et vous avez la deuxième option, c'est à l'inverse, répondre à des quiz ou à des questionnaires que potentiellement vos enseignants pourront vous mettre à disposition, par exemple. Voilà, je sais que Forms est très utilisé, notamment quand vous avez un enseignant qui vous propose un cours en visio, qui va en parallèle vous mettre à disposition un quiz sous la forme d'un Forms pour voir si vous avez compris des choses. Et voilà, donc ça, c'est vraiment un outil de questionnaire. L'outil Whiteboard, qui est un outil de tableau blanc, hein, si on le traduit littéralement, qui, pendant vos réunions, soit entre étudiants, soit entre enseignants étudiants, va vous permettre soit d'avoir un espace de brainstorming comme un tableau blanc collaboratif où tous les membres de la réunion pourront intervenir, soit, ça dépend comment il est paramétré, soit de vous avoir juste un tableau blanc à disposition si vous voulez présenter des éléments lors d'une visio. Stream, c'est une sorte de YouTube privé qui permet en fait d'enregistrer des vidéos et de les diffuser au sein de l'université. Ça ne sort pas de l'université, c'est propre à l'université. Alors, on n'est pas obligé de partager à l'ensemble de l'université, mais on peut partager qu'à des membres qui appartiennent à l'université. Voilà. Ensuite, vous avez, quand je clique sur toutes les applications en bas, vous avez tout le panel d'applis. Voilà, après, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a certaines probablement que vous ne les utiliserez jamais. À vous de voir, suivant votre appétence digitale, vous pouvez aller jeter un œil, voir ce que vous avez comme appli. Madame Kadir, vous m'arrêtez s'il y a des questions. Sinon, je continue. On va se pencher sur OneDrive. Et je vais vous faire un petit focus sur l'espace de stockage de OneDrive. Donc, vous voyez cet espace-là. Donc, pour y accéder, hein, il suffit de cliquer dessus. Cet espace-là, en fait, il ressemble vraiment à une configuration d'une arborescence que vous pourrez retrouver sur votre disque dur, par exemple, hein, sur votre ordi. Donc, l'idée, c'est de bien et de prendre des bonnes habitudes, de bien stocker en ligne vos contenus. Alors, moi, j'étais enseignant de maths, donc je suis un peu psychorigide du classement et du rangement, je suis désolé. Mais voilà, je pense que c'est beaucoup plus simple après pour s'y retrouver. Et les bonnes habitudes que vous prenez là, après, vous les aurez également dans votre monde professionnel. Et ça, c'est vraiment des qualités qui sont recherchées de l'organisation. Donc, n'hésitez pas à prendre les bonnes habitudes dès maintenant. L'idée pour pouvoir créer vos arborescences, plusieurs choses. On part du principe dans un premier temps que vous n'avez rien sur votre ordinateur, donc aucune arborescence. Donc dans ces cas-là, il suffit juste de créer un nouveau dossier. Alors moi, je sais que j'aime bien fonctionner en année. Vous voyez, hein, année 2020-2021. À l'intérieur de cette année, là, j'ai plutôt une arborescence type étudiante avec des matières, par exemple. Donc là, c'est à vous de voir. Il faut savoir que par défaut, quand vous créez des répertoires, il n'y a que vous qui avez l'accès. C'est vraiment un espace privé. Tant que vous ne partagez pas, tant que vous ne faites pas la démarche de partager, le répertoire reste privé. Le répertoire et tous les documents, bien sûr, qui s'y trouvent. Ça, c'est quand vous voulez créer à partir de rien. Mettons que dans comptabilité, voilà, j'ai juste créé mon répertoire, j'ai absolument rien dedans. Ce qui va être intéressant, c'est que je vais pouvoir, vous voyez, là, je viens d'ouvrir un répertoire de mon disque dur qui était là. Je veux glisser un fichier dedans, j'ai la possibilité de faire un petit glisser-déposer. Donc là, je l'avais sous ma souris, je l'ai attrapé dans mon répertoire d'ordinateur. J'ai été le glisser dans mon OneDrive, directement dans mon espace navigateur, hein, et le fichier allait s'importer. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est que vous pouvez aussi cliquer sur « Charger » à cet endroit-là. Et là, on a deux possibilités. Fichier, qui va vous ouvrir une arborescence. Donc là, à vous d'aller voir. Hein. Vous voyez, moi, il est sur mon bureau, Doc Formation Back to School. Pardon. À partir de là, je l'ouvre, j'ai accès à mon répertoire. Tac, et je peux charger mon document. Si je me suis trompé que je ne voulais pas charger ces documents, soit je les sélectionne un par un, soit je peux directement tout sélectionner et je peux cliquer sur supprimer en haut. Bon. Voilà, ça c'est pour la petite méthode. Si par hasard vous avez déjà de la ressource créée sur votre ordinateur, on n'est pas obligé de
tout charger fichier par fichier. Si vous avez déjà un répertoire qui est créé avec des documents à l'intérieur, avec une arborescence toute faite, on peut directement tout importer d'un coup. Et ça, c'est très, très pratique. Donc, pareil, on clique sur charger. Cette fois-ci, on va dire fichier, on va prendre dossier. Et quand je clique sur dossier, ça me laisse la possibilité, vous voyez, de venir sélectionner directement hop, un répertoire et j'appuie sur importer. Donc là, il va me dire attention, il y a 9 documents dans ce doc formation Back to School. Est-ce que vous voulez les importer? Oui, je veux les importer. Donc, je vais revenir juste en arrière. Donc, on est dans Compta. Voilà, il est en train de le charger. Donc, ça me permet, le temps que ça charge les fichiers, de vous présenter juste ces éléments-là qui peuvent être utiles. C'est des éléments, des indications. Vous avez ici la date et le moment de la dernière modification. Donc là, je viens juste de le créer il y a quelques secondes, donc c'est plutôt rassurant. La dernière personne qui a modifié, étant donné que je suis le seul pour l'instant à y avoir accès, ça me rassure que ce soit moi qui soit la dernière personne. Et ensuite, vous avez des indications concernant la taille du fichier. Alors, en l'occurrence, c'est un répertoire, donc ça va vous donner le nombre d'éléments qui sont contenus dans ce répertoire-là. Et enfin, très très important, le statut actuel du partage, savoir si votre document est privé ou partagé. On va le voir juste après. Pour le moment, il est en mode privé. Pour partager un document. Alors, l'intérêt du partage de documents, plusieurs choses. La première, c'est soit vous voulez travailler à plusieurs sur un répertoire, vous travaillez sur un projet, chacun va faire des petites recherches de son côté et va venir ajouter les éléments de la recherche au sein d'un répertoire. Donc là, on va être plutôt en mode écriture. Voilà, gardez ça en tête, le mode écriture. D'un autre côté, on peut faire aussi un partage où c'est vous qui avez fait les recherches et vous voulez mettre à disposition ces recherches-là, ces documents-là, d'autres étudiants ou des enseignants, ou peu importe, à d'autres personnes, on va dire. Et donc là, on sera plutôt en mode consultation. D'accord? Donc, il faut bien faire le distinguo, c'est très important entre mode écriture et mode consultation. D'un côté, tout le monde va pouvoir modifier, de l'autre, simplement de consulter. Maintenant qu'on sait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller partager. L'onglet partager, c'est ce petit icône qui est sur le côté. Quand je clique dessus, j'ai une petite boîte de dialogue qui s'ouvre. En fait, en vrai, pour vous donner l'envers du décor, on ne partage pas directement le document, mais on va partager un lien d'accès au répertoire. Et c'est ce lien-là que l'on va paramétrer, que l'on va pouvoir modifier en fonction de ce que l'on veut faire, soit écriture, soit consultation. Donc, une fois que j'ai cliqué sur partager, je vais avoir la possibilité ici de venir à côté du petit globe, en cliquant dessus, de venir déterminer les options de partage. Alors, il faut imaginer, pour cet espace-là, imaginez un entonnoir. Plus vous allez vers le bas, plus vous allez restreindre les accès ou plus vous allez personnaliser l'accès. Par défaut, vous voyez que si vous restez comme ceci, par défaut, moi, toutes les personnes qui vont avoir accès au lien, toutes les personnes qui vont prendre connaissance du lien, vont pouvoir modifier le contenu de mon répertoire. Ça signifie que si, par exemple, vous vous trompez et que par mégarde, j'en sais rien, pour X ou Y raison, vous envoyez le lien à toute la promo pourra venir rajouter et ou surtout supprimer des documents dans votre répertoire. Donc, attention à bien paramétrer votre lien de partage. Donc ça, toute personne disposant du lien. Ensuite, si on prend celle du dessous, celle que vous utiliserez probablement le plus, les personnes au sein de… Alors moi, mon espace de démo s'appelle Contoso. Vous, ce sera probablement Université de Nîmes. Voilà, je ne sais pas comment elle est estampillée à proprement parler, mais ce sera pas Contoso, ce sera Université. Donc ça veut dire que là, si vous sélectionnez cette option-là, seules les personnes qui auront un compte ou une adresse de l'université auront accès ou seront enregistrés à l'université auront accès au répertoire. C'est-à-dire que si vous voulez partager avec une adresse personnelle ou avec un membre de votre famille, ça ne fonctionnera pas. La troisième option, personne ayant déjà l'accès, je m'en sers quasiment jamais pour être transparent avec vous parce qu'elle permet en fait de faire le distinguo si vous avez déjà un répertoire partagé avec d'autres personnes. Bon voilà, c'est une autre façon de procéder. Par contre, j'utilise beaucoup celui-ci des personnes spécifiques. Là, vous allez pouvoir rentrer manuellement les adresses mail des personnes qui auront le droit d'accéder à votre répertoire. OK. Donc concrètement, on utilise celle-ci, voire la première dans le pire des cas, et ou la dernière.
J'en parlais tout à l'heure. Là, on est en mode écriture, mode modification. Si je veux faire du mode consultation, il faut juste que je décoche. Voilà, n'oubliez pas de le faire et de décocher. Donc, à partir de là, si je reste dans cette configuration-là, seules les personnes qui auront accès au lien dans un premier temps, ça c'est la condition pour n'importe lequel des choix que vous faites, et qui sont enregistrés au niveau de l'université, pourront simplement consulter mon répertoire. D'accord? Donc, il y a plusieurs moyens de partager. Une fois que vous avez déterminé la bonne combinaison, vous cliquez sur « Appliquer ». À partir de là, le lien n'est pas encore partagé, il est juste paramétré. Plusieurs possibilités. La première, c'est vous rentrez l'adresse mail des personnes à qui vous voulez partager. Alors, en l'occurrence, si c'est par exemple un groupe de TD entier, vous voulez partager de la ressource avec ou votre promo, bah, vous n'allez pas rentrer manuellement tous les noms. Hein. L'idée, ça va être de plutôt utiliser cette option, copier le lien qui est ici. Voilà. Et ensuite de le diffuser via Teams, via l'outil Teams, qui est l'outil de communication. On va le faire juste après. Si, par exemple, vous êtes amené à faire juste un partage de doc avec un autre étudiant, bon, ben, dans ces cas-là, surtout si c'est pour du travail collaboratif, où chacun va pouvoir ajouter de la ressource, donc personne spécifique, autoriser la modification et appliquer. Et là, vous entrez potentiellement les premières lettres. Moi, voilà, c'est une étudiante qui est enregistrée dans mon espace virtuel de démonstration que j'utilise aujourd'hui. Ben, je n'ai pas besoin de rentrer toute son adresse mail. Je sais que là, je clique sur ça, j'ajoute un message facultatif. Voici le lien vers le répertoire et je clique sur envoyer. Là, elle va recevoir sur son Outlook, vous savez, sur sa messagerie, elle va recevoir le lien directement. Donc, plusieurs façons de paramétrer, plusieurs façons de partager le lien. Voilà, ça c'est très très important. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions quant à ça par rapport à ces outils de partage. J'en ai fini avec OneDrive. Vous avez vu les essentiels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est aborder Teams. Alors, Teams, je l'ai dit en préambule, c'est un outil de communication qui a été développé justement initialement dans le monde de l'entreprise pour essayer de limiter un peu les échanges de mails, mais qui va pouvoir vous servir dans plutôt, on va dire, deux grands cas de figure. Le premier, travail entre pairs. Le deuxième, travail étudiant-enseignant. Donc après, ça dépendra si vos enseignants souhaitent l'utiliser ou pas. Dans tous les cas, le mode de fonctionnement est le même. On va voir juste le cas d'un enseignant-étudiant et ensuite étudiant-étudiant. Donc, par exemple, ici, j'ai une classe d'une promo de DUT où vous voyez donc tous les étudiants sont les membres et tous les enseignants sont des propriétaires de l'équipe. On a ce qu'on appelle à l'intérieur des canaux de communication qui correspondent aux matières. Hein, je ne sais pas si vous voyez, donc anglais comme droit international, bon bref, peu importe, vous avez ici des canaux. On a aussi des canaux privés qui sont des petits groupes, des sous-groupes, où là, seuls quelques membres ont accès. En fait, ça dépendra du créateur. Donc l'idée, c'est que dans un canal privé, vous avez toutes les personnes de l'équipe, donc potentiellement ici toute la promo. Dans les canaux privés, seuls des membres déterminés auront accès. Okay. Cette configuration-là, on est sous la forme d'une classe. Vous pouvez la retrouver également si je l'applique à la situation de deux étudiants qui travaillent ensemble ou de plusieurs étudiants qui travaillent ensemble, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Vous pouvez la retrouver également sous la forme de groupe de TD Commerce, par exemple. Je vais rentrer dedans si ma connexion veut bien suivre. Allez, voilà. Ou à l'intérieur, vous allez être un petit groupe d'étudiants prédéterminés où chacun va pouvoir créer des canaux qui vont être plutôt des thématiques. Voilà, attendez, je crois que j'en ai déjà un. Groupe TD Communication, voilà. Vous allez avoir ici des canaux à thématiques. Alors, ces canaux-là, il faut que vous les créiez, hein, du coup. Pour les créer, voilà, c'est ajouter un canal, les trois petits points. Donc, j'avais apprendre à créer une présentation, projet se présenter. On va faire un canal aussi, comment animer une visio. Voilà, donc là, vous faites vos canaux thématiques et vous allez pouvoir travailler à l'intérieur, discuter. Ça, c'est pour le principe de fonctionnement de base.
les premières fonctionnalités que vous allez utiliser dans un premier temps avec Teams, ça va être plutôt les outils de communication. Là, on va se mettre dans la peau où Quentin est un étudiant et derrière Amélie, j'ai fait une autre fenêtre, Amélie est également une étudiante. Comment ils vont travailler ensemble? Plusieurs possibilités. La première, c'est qu'ils peuvent converser, c'est-à-dire ouvrir une conversation ensemble. Donc pour cela, il suffit d'utiliser l'outil conversation qui est sur la gauche et de créer une conversation. Donc si c'est la première fois ou quand ce sera la première fois que vous allez ouvrir Teams, il n'y aura aucune conversation, ce qui est plutôt rassurant, plutôt normal. Donc pour créer une conversation, il suffit de cliquer sur le petit carré avec le petit crayon et d'entrer les premières lettres de la personne avec qui vous voulez discuter. Moi ici, en tant que Quentin, je veux discuter avec Amélie. Donc, vous voyez, bon, j'avais déjà fait une petite conversation. Bonjour Amélie, comment vas-tu? OK. Donc là, ça ressemble à un client de messagerie que vous avez l'habitude d'utiliser. Côté Amélie, elle reçoit une petite notification, d'où, vous voyez, quand je parlais en préambule, de l'avoir sur son smartphone aussi, ça peut être pratique d'avoir, notamment pour des petites conversations comme ça, voilà, pas forcément avoir toujours besoin de son ordi. Après, ça dépend de vos habitudes de travail. Donc, on a une zone de messagerie. Cette zone de messagerie-là, elle va être, donc il n'y a pas seulement l'outil messagerie qui va être utile, on va le voir juste après. Vous avez également des outils de communication un peu plus avancés comme la visio ou l'appel audio. J'y reviens juste après, promis. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est cet espace-là, l'espace dans votre conversation, l'espace fichier. L'espace fichier qui en vrai est un espace de travail collaboratif. C'est-à-dire qu'en fait, là, donc, je suis sur la session d'Amélie. Elle est en conversation avec Quentin. Les deux, ici, vont pouvoir travailler en temps réel, en direct, sur le document droit international. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais l'ouvrir côté Amélie, je vais l'ouvrir côté Quentin et vous allez comprendre tout de suite l'intérêt de la chose. Le plus gros, c'est que vous êtes obligé de vous rassembler et d'être ensemble pour pouvoir travailler sur un document ou encore pire, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, mais moi à mon époque, quand j'étais étudiant, quand on avait un travail ou une présentation à faire comme ça, souvent il y avait le premier qui faisait la première partie, ensuite il envoyait par mail la partie au numéro 2 qui lui complétait sa partie, etc. etc. Et ou dans le pire des cas, c'était se retrouver la veille de rendre le devoir ou de rendre la présentation, de faire, chacun amène ses parties sur clé USB et de faire un copier-coller. Bon, ben là, vous pouvez bannir cette pratique-là parce qu'il y avait des risques de perte de dossiers, enfin bon, bref, toutes les problématiques liées à ça. Donc là, en fait, on a les outils qui fonctionnent en temps réel. Donc en haut, j'ai la session de Quentin, en bas, la session d'Amélie. Donc vous voyez que je peux changer en direct et travailler en direct. On peut travailler en direct ensemble. Donc, c'est très, très pratique. Voilà, on ne sait pas de quoi demain est fait en termes de conditions sanitaires. Donc, même si vous êtes amené à faire du distanciel, vous pouvez quand même continuer à faire des travaux. Alors là, je vous ai montré l'exemple avec un document Word. Vous voyez, on ne sort pas de Teams, hein. Ce sont les outils de Word qui sont directement intégrés à Teams. Donc, ça, c'est très pratique. Mais vous avez aussi Excel qui fonctionne. Vous avez aussi PowerPoint pour créer des présentations qui fonctionnent. Donc, ça, c'est vraiment un confort de travail très, très à ne pas négliger. Donc ça, c'est vraiment l'espace fichier que vous avez dans Conversation. Et vous verrez qu'en fait, cet espace fichier-là, si je fais juste une toute petite aparté, quand vous êtes dans une équipe, vous retrouvez également l'espace fichier collaboratif dans votre équipe. Voilà, ça il y a plusieurs façons de travailler, il y a plusieurs façons de procéder. Je vous montre, moi, dans la conversation, parce que c'est celle qui est la plus pratique quand on est étudiant au départ. Après, ça existe aussi en version équipe. Donc, potentiellement, vous serez peut-être amené à faire ce genre de choses-là avec un enseignant. Ce qui est super aussi, c'est que bon, on peut travailler ensemble, certes, on n'est pas obligé de s'écrire directement les éléments dans notre document. On a une petite zone de conversation sur le côté qui est, hop, conversation. Voilà, donc quand vous cliquez dessus, que penses-tu du titre? J'en sais rien, on fait n'importe quoi, voilà. Côté Quentin, lui, il va recevoir
la notification, que penses-tu du titre? Donc, vous avez une petite zone de conversation également à côté. Parfois, c'est compliqué de communiquer et en même temps écrire et en même temps de travailler. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Ce qui pourrait être utile, c'est par exemple de s'appeler et de discuter en version orale pour pouvoir travailler à plusieurs sur le document. Donc, c'est tout à fait possible. En fait, on va faire le cas de figure. Donc là, hop, je suis sur la session. Je vais juste baisser ça qui est ici. Voilà, je suis juste sur ma session, je dois être sur ma session Quentin. Voilà, je suis revenu dans l'onglet conversation. Je vois que je suis bien avec Amélie et je vais cliquer soit sur la caméra en haut à droite, soit sur le téléphone. On va dire qu'on va aller faire une visio. Donc, hop, je vais couper mon micro. Donc là, on appelle Amélie. Côté Amélie, sur sa session, on voit qu'il y a Quentin qui appelle. OK, je vais décrocher. À partir de là, on est en communication. Alors bon, j'ai coupé les micros pour le bien de la démonstration, sinon on aurait eu du Larsen, de l'écho. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recliquer sur conversation et on va revenir sur son outil de travail. Donc vous voyez, hein, je suis toujours en conversation avec Quentin. Côté Quentin, exactement pareil. Voilà, je reviens sur mon document et là, on est en communication. En train d'échanger à l'oral via ce biais-là et tout en travaillant sur notre document. Donc, en fait, on casse vraiment les problématiques liées au mur et liées à la présence. Parfois, c'est également pratique aussi cet outil-là. Vous voyez qu'on a je vais revenir en grand écran, on a un petit onglet à côté de la caméra et du son, petit onglet de bac de partage. Quand je clique dessus, en fait, ça me donne la possibilité de partager mon écran. Donc, parfois, ça peut être très pratique si vous voulez vous entraider ou montrer quelque chose à l'autre participant de la visio pour pouvoir, vous pouvez lui partager votre écran et lui débloquer potentiellement la situation. Donc, voilà, il faut savoir que ça existe. Et je suis prêt à mettre ma main à couper que si vous avez des enseignants qui me font des visios, ils utiliseront cet outil-là pour pouvoir partager des présentations, des choses comme ça. Voilà, moi, c'est ce que j'utilise actuellement pour pouvoir vous présenter mon écran. Faut savoir que là, on a fait le cas d'une visio 1 pour 1, c'est-à-dire Quentin avec Amélie. On peut faire aussi des conversations. Alors, attendez, je vérifie juste. Tac, voilà, l'appel est terminé. On peut aussi faire des conversations à plusieurs. Si par exemple je veux, donc là j'étais dans ma conversation avec Amélie, je veux rajouter une autre personne à l'intérieur de cette conversation, je vais regarder à côté de la caméra en haut à droite et du petit téléphone, j'ai des espèces de petits bonhommes avec un petit plus. Quand je clique dessus, ça va me dire, voilà, rajouter une autre personne. Donc à partir de là, je peux rajouter, par exemple, là je vais rajouter étudiant 1 ou étudiant 2 plutôt à la conversation. Et donc on se retrouve non plus 1 pour 1, mais on se retrouve à 3. Donc on peut facilement retravailler exactement sur le même principe. Hein. On retrouve exactement les mêmes éléments. D'accord? Ça, ce sont pour les outils de communication. Potentiellement, vous pouvez être amené à suivre une visio d'un enseignant. Alors, on va se mettre cette fois-ci dans la peau d'un Quentin et le professeur et Amélie et l'étudiante. Voilà, pour la simple et bonne raison que j'ai paramétré, ce n'est pas une question de quoi que ce soit, c'est juste que j'ai paramétré les équipes initialement comme ceci. Voilà. Donc, on va revenir dans notre configuration d'équipe à ce niveau-là. Allez, on rentre dedans. Clac, clac, clac. Voilà. Donc, Quentin est enseignant d'anglais. Donc, lui, il va préparer un cours d'anglais. Donc, il a un canal de communication anglais qui est à disposition. Donc, voilà ce que lui va préparer. Aujourd'hui, on va dire qu'à 10 h, il va dire à Amélie, donc, cours d'anglais des premières années, hop, et il va aller communiquer sur le canal anglais. Donc, voilà, le cours
Et le cours est prêt. Côté Amélie, dans son équipe, donc on est sur les premières années DUTA, on voit que là, anglais, il est un peu en gras. Donc, il est complètement en gras. Et donc, quand je vais cliquer dessus, je vois que là, j'ai Quentin, donc, qui est mon enseignant d'anglais, qui a planifié un cours d'anglais mercredi à midi. Je peux retrouver cette information-là. Donc, j'ai plusieurs façons de recevoir l'information. La première, c'est dans mon canal de communication. La deuxième, c'est dans mon calendrier. Donc, ça, il faut que vous preniez l'habitude de jeter un œil régulièrement. Et vous voyez que là, j'ai mon cours d'anglais des premières années qui apparaît dans mon calendrier. C'est un peu votre emploi du temps, en fait, au final. Donc, normalement, si l'enseignant paramètre bien sa visio, le cours correspond au créneau sur lequel normalement, vous deviez le voir en présentiel, par exemple, si demain on est amené à reconfiner. Et donc, que se passe-t-il? On va se remettre sur la session enseignant. Donc là, lui, il va lancer le cours. Hop, il y a juste tac, les options qu'il faut que je paramètre, sinon ça ne va pas fonctionner. Hop, pardon, j'ai raté une petite étape. Tac, les options de paramétrage. Donc ça, c'est votre enseignant qui va vous le paramétrer. Je vous montre juste le cas de figure. Tac, voilà. Et donc, il va lancer la session. Au moment où il est tout seul, donc il n'y a pas d'inquiétude. Côté étudiant, et là, il y a du changement. Attention, si je reviens dans mon équipe, vous voyez que là, sur mon onglet anglais, à côté, j'ai une petite caméra. Donc, ça veut dire que là, il y a une visio qui est en cours. Si je clique dessus, je vois que ma visio, elle a démarré il y a 15 secondes. Je clique sur « Rejoindre » pour pouvoir y accéder. Pareil, on a la possibilité via le calendrier on voit que là, la visio, elle a commencé. J'ai la possibilité de cliquer sur « Rejoindre » également. Donc, une règle d'or, une règle de base, quand vous vous connectez à une visio, vous coupez votre webcam et vous coupez votre micro. C'est la règle d'or. Ensuite, potentiellement, peut-être que votre enseignant vous demandera de les activer. Mais par défaut, je vous conseille de démarrer toujours comme ceci. Voilà, donc là, nous avons fait part aux participants. Ce n'est pas que vous ne pouvez pas rentrer. C'est simplement qu'en fait, l'enseignant garde la main sur le fait de vous autoriser à rentrer ou pas. Peut-être qu'il n'est pas encore prêt, peut-être qu'il n'a pas rassemblé tous ses documents. Donc, il va vous faire rentrer. Et à partir de là, vous vous retrouvez voilà, dans la configuration que vous connaissez. En l'occurrence, vous voyez, l'onglet partage d'écran, il n'est plus disponible. Il n'est plus accessible pour la simple et bonne raison que c'est l'enseignant qui garde le contrôle sur son partage d'écran à lui. Et potentiellement, il peut, si vous avez un exposé à faire, par exemple, il pourra vous donner la main provisoirement pour pouvoir partager l'écran. Si vous souhaitez prendre la parole et que vous êtes tout un amphi, par exemple, vous imaginez bien que vous n'allez pas vous amuser à activer le son, à parler par-dessus l'enseignant. Bon, ça va marcher une fois, deux fois, la troisième fois, il va vous exclure du cours. Donc, il y a une astuce, c'est lever la main, l'outil lever la main. Donc, vous appuyez dessus et vous attendez que votre enseignant, lui, voit la main levée. Et ici, vous voyez, Amélie souhaite prendre la parole. Donc, dans ces cas-là, je vais, moi, en tant qu'enseignant, autoriser Amélie à activer son micro et prendre la parole. Okay, sachant qu'un enseignant, il a la main pour vous couper le micro, quoi qu'il se passe. Voilà, il peut vous éjecter de la réunion ou désactiver le micro. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, vous avez également la possibilité, et ça peut-être que ce sera davantage utilisé, vous avez la possibilité de venir poser des questions dans la zone de clavardage. Donc ça, c'est une zone de questions. Voilà, c'est beaucoup plus pratique en toute franchise pour un enseignant. Enfin, vous verrez, ça dépend de la personne, bien évidemment. Mais moi, je trouve personnellement que c'est beaucoup plus pratique d'avoir les questions écrites parce que ça ne me perturbe pas forcément dans mon cours et dans ma présentation. Et en revanche, je peux les consulter tout en continuant de parler. Je peux consulter les questions et y répondre à un moment opportun un petit peu plus tard. Voilà. Je suis en train de réfléchir, de savoir, ah oui, il y a un outil que je ne vous ai pas présenté, donc essentiel de Teams. Je vais juste raccrocher, hop, voilà, finir la réunion. Je voulais vous parler de OneNote et de l'outil de prise de notes de l'étudiant. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ça s'articule sous la forme de cahier. Donc là, bon, c'est mon OneNote de démo. Vous voyez que j'ai des cahiers par thématique. Donc, quand je rentre sur un cahier de thématique,
Ensuite, j'ai ici moi ce que j'appelle des intercalaires qui sont en fait des sections dans le nom du logiciel. Donc vous pouvez faire soit des sections par matière si vous voulez ou par projet. Enfin, voilà. Et à l'intérieur de ces sections, j'ai des pages. Et ces pages-là, je peux en rajouter autant que je veux. En fait, voilà, ça me donne des espaces de travail. Donc là, ça va être visio du mercredi matin. OK. Dedans, ce qui va être intéressant avec cet outil-là, bon, j'ai bien sûr l'outil traitement de texte, hein, où je vais pouvoir taper du texte. J'ai aussi un outil d'écriture manuscrite. Alors à la souris, avec un ordi, ce n'est pas forcément idéal, mais si vous l'utilisez avec une tablette tactile, c'est vraiment très, très efficace. Mais surtout, ce qui va être intéressant en fait à l'intérieur, c'est que vous allez pouvoir rajouter plein de choses qui vont venir alimenter votre prise de notes. Quelque chose de tout bête, vous allez pouvoir ajouter des images, vous allez pouvoir ajouter des captures d'écran. Donc, prendre la photo, par exemple, d'un élément important de cours, ou si vous êtes plutôt sur une filière scientifique, prendre la photo d'une expérience, par exemple, et la rajouter à l'intérieur de votre cours et venir faire le commentaire juste après. Si, en revanche, je vais juste fermer ça, tac, hop, si, en revanche, vous avez déjà une photo toute faite sur votre ordi, ben, vous pouvez faire un glisser-déposer. Voilà, c'est ce que je suis en train de faire à cet endroit-là. On peut venir même écrire directement sur la photo. Donc ça, c'est très pratique. On a aussi la possibilité d'enregistrer des notes audio, donc pas forcément potentiellement pendant le cours, mais voilà, vous pouvez vous faire un carnet si je reprends mon exemple de la filière scientifique, un carnet d'expérience où ben, vous n'êtes pas obligé, vous savez, on a tous cette image un peu du dictaphone du scientifique ou de la scientifique qui retranscrit ses notes sous la forme, avec son petit dictaphone qui est sous la forme de petits trucs audio. Bon voilà, on a la possibilité de le faire aussi. Vous avez la possibilité de rajouter des fichiers, notamment les fichiers PDF. Et ça, c'est très pratique. Hop, ils sont où? Tac. Voilà, moi je sais que j'utilisais beaucoup ça pendant le confinement avec mes élèves. Voilà, je leur avais donné des PDF en format, des PDF d'exercice. Donc là, j'insérais directement mon PDF. Vous voyez qu'on peut insérer le PDF. Et surtout, donc là, si un enseignant vous donne sa trame de cours, par exemple, ça peut être intéressant. Et surtout, ce qui va vraiment être très pratique, c'est que vous allez pouvoir également annoter votre PDF. Je ne rentre pas encore plus dans les détails. Donc là, moi, c'était mon petit dada hein, en tant que prof de maths. J'ai un outil d'équation où je peux rentrer directement des équations. Donc là, c'est plutôt top. On a la possibilité, bien sûr, de rajouter des autocollants personnalisés. Enfin bon, bref, là, je vous laisserai aller fouiller. On peut se rajouter également des petites balises. Voilà, sur une petite to-do list, par exemple. On ne la voit pas trop, mais elle est ici. Hop. Si j'attrape ma to-do, hop, est-ce que je ne peux pas l'attraper? Pourquoi est-ce qu'elle est allée se mettre ici? Ah oui, forcément, voilà. Et là, je vais me mettre ici, tac, vous voyez, ma petite to-do list qui apparaît. Donc voilà, je ne sais pas moi, faire son sac. Et elle est interactive. Voilà, porter les docs. Donc, on peut se faire avec cet outil, c'est vraiment un outil multitâche. On peut rajouter un élément important également, voilà, avec baliser ou faire des petits trucs. On a des outils de mise en page plutôt basiques, mais qui peuvent faire le job. Ouais, on va dire ça comme ça. Alors après, j'ai souvent la question, pourquoi pas utiliser Word pour prendre des notes? C'est à vous de voir, honnêtement. Je ne suis pas là pour vous dire il y en a un qui est mieux, un qui est moins bien. Moi, personnellement, depuis que au départ, je faisais tout sur Word. Depuis que j'ai OneNote, je préfère utiliser OneNote parce que tout est à la fois on peut créer et à la fois classé. Alors, la problématique, c'est après pour les échanges. Moi, quand c'est vraiment de la prise de notes à proprement parler, je vais plutôt utiliser OneNote. Si c'est après pour des documents que je veux échanger avec quelqu'un d'autre, je vais plutôt utiliser Word. Bon, il faut savoir qu'on peut quand même exporter ces fichiers OneNote également.
voilà, enregistrés en tant que PDF, par exemple. On peut facilement les partager. Néanmoins, ça ne rend pas pareil qu'un document Word, par exemple, ou si vous êtes amené à faire un rapport ou des choses comme ça. Voilà pour l'outil. Je pense avoir fait le tour. Madame Cadière, est-ce que vous avez des éléments complémentaires à rajouter ou si vous avez eu des questions qui sont sorties au niveau de l'amphi? A priori, non. J'en ai terminé. J'en ai terminé. Donc, écoutez, si j'ai pas de questions, je vous souhaite une bonne rentrée, bon courage pour cette année. J'espère que tout se passera bien pour nous tous. J'ai envie aussi de m'inclure dedans. Et puis, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services informatiques. Voilà, si vous avez d'autres questions, allez voir le site. Allez voir le site de l'université. Il y a pas mal d'infos qui ont été publiés sur les outils Office également. Voilà, il faut fouiller un petit peu, mais il y a quelques éléments qui peuvent vous aider. Des éléments aussi que moi j'ai donnés qui sont notés et inscrits. Donc voilà. Écoutez, je vous souhaite une très très bonne année, très très bonne journée. Et je vous dis, j'espère, à très bientôt.